Friedrich Nietzsche, né en 1844 et mort en 1900, demeure l'une des figures les plus influentes et controversées de la philosophie occidentale. Ce penseur allemand a révolutionné notre compréhension de la morale, de la religion et de la condition humaine. Nietzsche évolue dans l'Europe du XIXe siècle, une époque de bouleversement profond. Professeur de philologie classique, il observe les transformations de son temps, l'industrialisation, la sécularisation et la crise des valeurs traditionnelles. Cette position privilégiée lui permet de développer une critique acerbe de la modernité. Nietzsche révolutionne également la forme philosophique par son style aphoristique. Abandonnant les longs développements systématiques, il privilégie des formules courtes, percutantes, qui frappent l'imagination. Ces aphorismes condensent une pensée complexe en quelques mots mémorables, rendant sa philosophie accessible tout en préservant sa profondeur. La critique nietzschéenne des valeurs traditionnelles constitue le cœur de sa philosophie. Il remet en question les fondements de la morale chrétienne, conteste l'existence de vérités absolues et défie toutes les autorités établies. Cette approche radicale vise à libérer l'individu des contraintes imposées par la société et la religion. L'influence de Nietzsche sur la pensée contemporaine est considérable et multiforme. En philosophie, il inspire l'existentialisme et la phénoménologie. En psychologie, ses intuitions préfigurent la psychanalyse. En littérature, son style et ses thèmes nourrissent la modernité. Sa critique culturelle résonne encore aujourd'hui dans nos débats sur les valeurs et l'identité. Ainsi, Friedrich Nietzsche demeure une figure incontournable de la pensée occidentale. Sa critique radicale, son style novateur et sa vision prophétique continuent d'interroger notre époque et de nourrir la réflexion philosophique contemporaine. Le concept du surhomme, ou Übermensch en allemand, représente l'une des idées les plus importantes et les plus mal comprises de la philosophie de Nietzsche. Le terme Übermensch, littéralement surhomme ou homme supérieur, fut introduit par Nietzsche dans son œuvre Ainsi parlait Zarathustra. Mais attention, ce concept est souvent déformé et mal interprété. Il est crucial de comprendre ce que le surhomme n'est pas. Contrairement aux interprétations erronées qui ont malheureusement marqué l'histoire, le surhomme n'est ni un être biologiquement supérieur, ni une race particulière, ni un individu dominant les autres par la force. Le surhomme est avant tout un idéal philosophique, une aspiration de l'esprit humain. Il représente l'individu qui a dépassé les limitations de la condition humaine ordinaire, non pas physiquement, mais spirituellement et intellectuellement. Le surhomme se caractérise par sa capacité à transcender le nihilisme. Là où l'homme ordinaire sombre dans le désespoir face à l'absence de sens absolu, le surhomme trouve la force de créer du sens par lui-même. La caractéristique fondamentale du surhomme est sa capacité à créer ses propres valeurs. Plutôt que de subir passivement les valeurs héritées de la tradition, de la religion ou de la société, il devient le législateur de sa propre existence. En résumé, le surhomme de Nietzsche n'est pas un concept de domination ou de supériorité biologique, mais un idéal de dépassement de soi, de création autonome de valeurs et de transcendance du nihilisme. C'est un appel à l'humanité pour qu'elle devienne créatrice de son propre sens. Le concept du surhomme chez Nietzsche émerge directement en réponse à l'un des défis philosophiques les plus profonds de la modernité, le nihilisme. Le nihilisme représente la conviction profonde que l'existence humaine est fondamentalement dépourvue de sens, de but ou de valeur intrinsèque. Cette perspective philosophique confronte l'humanité à un vide existentiel terrifiant. Le nihilisme pose un problème existentiel majeur. Face à l'absence apparente de sens, l'individu peut sombrer dans le désespoir, la paralysie de l'action et l'effondrement de toute motivation à vivre pleinement. C'est précisément en réponse à cette crise nihiliste que Nietzsche conçoit le surhomme. Loin de fuir le problème du nihilisme, le surhomme l'affronte directement et le transcende par un acte de création pure. Le surhomme commence par accepter pleinement la réalité nihiliste. Il reconnaît lucidement qu'il n'existe effectivement pas de valeur objective, de sens préétabli ou d'autorité transcendante qui dicterait le but de l'existence. Mais cette acceptation n'est pas passive. Au contraire,
elle devient le fondement d'une transformation radicale. Plutôt que de subir le vide nihiliste, le surhomme devient activement créateur de valeurs, de sens et de signification. Ainsi, le surhomme opère une révolution philosophique fondamentale. Il transforme la faiblesse apparente du nihilisme en force créatrice. Il ne cherche pas à restaurer d'anciennes valeurs perdues, mais à en forger de nouvelles par sa propre volonté et sa propre vision de l'existence. Le surhomme de Nietzsche représente une figure fondamentale d'affirmation de la vie. Cette affirmation ne se limite pas aux moments agréables, mais englobe la totalité de l'existence humaine. Au cœur de cette affirmation se trouve le concept d'amor fati, littéralement l'amour du destin. Il ne s'agit pas simplement d'accepter passivement ce qui nous arrive, mais d'aimer activement notre destin dans sa totalité. Le surhomme embrasse toutes les expériences de la vie. Les joies comme les souffrances, les succès comme les échecs, tout devient matériau pour sa propre création et son développement. Cette affirmation de la vie n'est pas passive. Le surhomme utilise chaque expérience, qu'elle soit douloureuse ou joyeuse, comme un outil pour se forger lui-même. Chaque épreuve devient une occasion de croissance et de renforcement. L'affirmation de la vie par le surhomme représente une révolution philosophique. Il s'agit de dire oui à l'existence dans sa totalité, de transformer chaque obstacle en opportunité créatrice et de devenir l'artiste de sa propre existence. En conclusion de cette section, le surhomme représente une figure qui transforme radicalement notre rapport à l'existence. Par l'amor fati, il ne subit plus sa vie, mais la crée activement, faisant de chaque expérience un matériau pour son propre dépassement. La volonté de puissance, ou Will zur Macht en allemand, est l'un des concepts les plus fondamentaux et les plus mal compris de la philosophie de Nietzsche. Contrairement aux interprétations superficielles, la volonté de puissance n'est pas une simple volonté de domination sur autrui. Elle représente plutôt une force fondamentale, un principe vital qui anime toute forme de vie. La volonté de puissance se manifeste à travers 3 dimensions essentielles. Premièrement, la croissance, un développement continu des capacités individuelles et collectives. Deuxièmement, l'expansion, une extension de l'influence et du pouvoir créateur, non pas pour dominer, mais pour créer et transformer. Troisièmement, le dépassement de soi, la transcendance constante de ses propres limites, la recherche perpétuelle d'amélioration et d'évolution. Ainsi définie, la volonté de puissance devient une force vitale universelle. Pour Nietzsche, elle anime non seulement l'être humain, mais toute forme de vie. C'est le principe moteur de l'évolution, de la créativité et du changement perpétuel qui caractérise l'existence. Cette compréhension fondamentale de la volonté de puissance nous éloigne définitivement des interprétations réductrices qui la limitent à une simple soif de domination, révélant instead sa nature profondément créatrice et vitale. La volonté de puissance, selon Nietzsche, n'est pas simplement un concept abstrait, mais la force motrice fondamentale qui anime toute existence et toute création humaine. Cette force se manifeste comme l'élan créateur qui pousse l'humanité vers l'expansion, la croissance et l'affirmation de soi dans tous les domaines de l'existence. Dans le domaine artistique, la volonté de puissance se révèle comme l'impulsion créatrice qui pousse l'artiste à transcender les formes existantes et à créer de nouvelles expressions esthétiques. En science, cette force motrice se manifeste par la soif insatiable de connaissance, la volonté de comprendre et de maîtriser les mystères de l'univers, dépassant les limites de l'ignorance. Dans le domaine moral, la volonté de puissance ne se contente pas d'accepter les valeurs établies, mais pousse à la création de nouveaux systèmes éthiques, à l'établissement de nouvelles normes. Enfin, dans la sphère religieuse, la volonté de puissance se révèle dans la construction de sens, la création de mythologies et la quête spirituelle qui dépassent les limites de l'existence matérielle. Ainsi, la volonté de puissance révèle sa nature universelle. Elle n'est pas limitée à un seul domaine, mais constitue le principe dynamique fondamental qui anime toute activité créatrice et transformatrice de l'humanité. Cette force motrice transcende les catégories traditionnelles et révèle l'unité profonde de tous les élans créateurs humains, qu'ils soient artistiques, scientifiques, moraux ou spirituels.
La volonté de puissance de Nietzsche est l'un des concepts les plus mal compris de sa philosophie. De nombreuses interprétations erronées ont transformé cette idée profonde en justification de la domination et de l'oppression. La première interprétation erronée présente la volonté de puissance comme une justification de la domination politique et sociale. Cette vision réductrice transforme le concept nietzschéen en une simple soif de pouvoir sur autrui. Cette interprétation est fondamentalement erronée. Nietzsche ne prône pas la domination brutale, mais critique précisément cette forme dégénérée de volonté de puissance qui se manifeste dans l'exploitation et l'oppression des faibles. La vraie volonté de puissance, selon Nietzsche, n'est pas une force destructrice dirigée vers l'extérieur, mais une force créatrice dirigée vers soi-même. Elle représente la capacité de se dépasser, de créer ses propres valeurs et de s'affirmer authentiquement. Nietzsche distingue clairement entre la volonté de puissance authentique et ce qu'il appelle la soif de pouvoir. La soif de pouvoir cherche à dominer les autres par faiblesse et ressentiment, tandis que la vraie volonté de puissance cherche à se dominer soi-même par force et créativité. Cette distinction est cruciale pour comprendre la critique nietzschéenne. Loin de justifier l'oppression, Nietzsche dénonce précisément les formes de pouvoir qui naissent de la faiblesse et du ressentiment. Il critique ceux qui cherchent à compenser leur impuissance par la domination brutale. En conclusion, les interprétations qui présentent la volonté de puissance comme une justification de l'oppression trahissent complètement la pensée de Nietzsche. Sa philosophie appelle au contraire à dépasser ces formes dégénérées de pouvoir pour atteindre une véritable grandeur par la création et l'affirmation de soi. Nietzsche développe une critique révolutionnaire de la morale traditionnelle. Cette critique ne se contente pas de rejeter certaines valeurs, mais interroge l'origine même de nos concepts moraux. Cette approche est radicalement nouvelle. Plutôt que d'accepter les valeurs morales comme données éternelles, Nietzsche se demande d'où elles viennent et comment elles ont évolué dans l'histoire humaine. En 1887, Nietzsche publie Généalogie de la morale, sous-titré Un écrit polémique. Cet ouvrage majeur présente sa méthode révolutionnaire pour comprendre l'origine de nos valeurs morales. La méthode généalogique consiste à retracer l'histoire et l'évolution des concepts moraux à travers les époques. Nietzsche montre que nos valeurs actuelles ne sont pas éternelles, mais le produit d'une longue transformation historique. Cette approche révèle une vérité fondamentale. Les valeurs morales que nous considérons comme naturelles ou évidentes ont en réalité une histoire complexe. Elles se sont stratifiées au cours des siècles, chaque époque ajoutant ses propres interprétations. En démasquant l'illusion de l'éternité des valeurs morales, la généalogie nietzschéenne ouvre la voie à une réévaluation complète de notre système moral. Elle montre que ce qui semble naturel et immuable est en réalité le produit de processus historiques complexes. Dans sa généalogie de la morale, Nietzsche établit une distinction fondamentale entre deux types de systèmes moraux qui ont façonné l'histoire de l'humanité: la morale des maîtres et la morale des esclaves. Cette distinction ne repose pas sur des jugements moraux traditionnels de bien et de mal, mais sur une analyse généalogique des origines sociales et psychologiques de nos valeurs morales. La morale des maîtres trouve ses origines dans l'aristocratie antique. Elle est caractérisée par l'affirmation de soi, la valorisation de la force, de la noblesse et de la fierté. Les maîtres créent leurs propres valeurs basées sur ce qu'ils considèrent comme noble et excellent. En contraste, la morale des esclaves émerge du ressentiment des opprimés. Elle valorise l'humilité, la compassion, la souffrance et la pitié. Cette morale inverse les valeurs des maîtres, transformant la faiblesse en vertu et la force en vice. Le concept clé pour comprendre cette distinction est le ressentiment. Nietzsche utilise ce terme français pour décrire un sentiment de rancœur et d'amertume qui naît de l'impuissance face à la domination. Cette analyse révèle comment les valeurs morales ne sont pas universelles ou éternelles, mais sont le produit de conditions sociales et psychologiques spécifiques. La morale des esclaves a fini par dominer la culture occidentale, notamment à travers le christianisme. Pour Nietzsche,
Cette distinction n'est pas un jugement de valeur simple, mais une invitation à comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux qui sous-tendent nos systèmes moraux, ouvrant la voie à une réévaluation critique de toutes les valeurs. Le ressentiment est l'un des concepts les plus profonds et les plus critiques dans l'analyse nietzschéenne de la morale. Ce sentiment complexe révèle les mécanismes psychologiques qui sous-tendent la création des valeurs morales. Nietzsche définit le ressentiment comme un sentiment profond de frustration, d'amertume et de haine qui naît chez ceux qui se perçoivent comme inférieurs ou impuissants face à d'autres qu'ils considèrent comme supérieurs. Le ressentiment naît de l'impuissance. L'individu faible, incapable d'agir directement contre ce qu'il perçoit comme sa source de souffrance, développe une haine intérieure qui fermente et se transforme. Cette frustration ne reste pas passive. Elle se transforme en un processus créatif pervers. L'individu ressentimenteux commence à créer de nouvelles valeurs morales qui inversent et condamnent les qualités de ceux qui l'envient. C'est précisément ce processus qui donne naissance à la morale des esclaves. Le ressentiment devient le moteur créateur d'un système de valeurs qui glorifie la faiblesse, la soumission et la souffrance, tout en condamnant la force, la noblesse et l'affirmation de soi. Le mécanisme psychologique du ressentiment est subtil mais puissant. Il permet à l'individu faible de se sentir moralement supérieur, tout en restant physiquement ou socialement inférieur. C'est une victoire imaginaire qui compense l'impuissance réelle. Ainsi, le ressentiment révèle pour Nietzsche la nature profondément problématique de certaines valeurs morales, qui ne naissent pas d'une affirmation positive de la vie, mais d'une négation haineuse de ce qui est perçu comme supérieur. L'inversion des valeurs représente l'un des concepts les plus révolutionnaires de la critique nietzschéenne de la morale. Nietzsche démontre comment la morale des esclaves a complètement renversé le système de valeurs aristocratiques traditionnel. Dans la société aristocratique antique, les valeurs étaient claires et directes. Les nobles définissaient le bon selon leurs propres qualités, la force physique et morale, la fierté, la noblesse d'âme et l'excellence personnelle. Cependant, la morale des esclaves a opéré une inversion radicale de ces valeurs. Ce qui était autrefois considéré comme noble et bon est maintenant dénoncé comme mauvais, tandis que les qualités des faibles sont érigées en vertus suprêmes. Après cette inversion, les anciennes vertus aristocratiques sont redéfinies comme des vices. La force devient brutalité, la fierté devient orgueil pécheur, et l'affirmation de soi devient égoïsme condamnable. Simultanément, les qualités des faibles et des opprimés sont transformées en vertus morales suprêmes. L'humilité remplace la fierté, la soumission devient obéissance vertueuse, et la souffrance est sanctifiée comme voie vers la rédemption. Cette inversion ne s'est pas produite par accident, mais résulte d'une stratégie psychologique sophistiquée. Les faibles, incapables de rivaliser avec les forts sur leur propre terrain, ont créé un nouveau système de valeurs où leurs faiblesses deviennent des forces. Les conséquences de cette inversion sont profondes et durables. Elle a créé une culture de la culpabilité où l'excellence naturelle est suspecte, où la médiocrité est valorisée et où l'affirmation de soi est moralement condamnée. Nietzsche voit dans cette inversion une décadence fondamentale de la civilisation occidentale. Le concept de mort de Dieu chez Nietzsche est l'une des idées les plus mal comprises et les plus profondes de sa philosophie. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration athée, mais d'une analyse culturelle et philosophique complexe. Premièrement, il est crucial de comprendre ce que Nietzsche ne dit pas. La mort de Dieu n'est pas une déclaration littérale sur l'existence ou la non-existence de Dieu en tant qu'être suprême. Au contraire, Nietzsche diagnostique un phénomène culturel et historique, la perte progressive de foi dans les valeurs traditionnelles et les fondements métaphysiques qui ont structuré la civilisation occidentale pendant des siècles. Nietzsche observe que les structures traditionnelles de sens et de valeurs, qui étaient autrefois considérées comme absolues et éternelles, perdent leur autorité et leur crédibilité dans le monde moderne. Cette idée est exprimée de manière dramatique dans Le Gai Savoir, où Nietzsche écrit « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Cette déclaration choquante capture l'essence de sa pensée. Quand Nietzsche dit
C'est nous qui l'avons tué, il fait référence au processus historique par lequel la science, la raison critique et l'évolution culturelle ont progressivement érotérité des croyances religieuses traditionnelles. Les conséquences de cette mort de Dieu sont profondes. Sans les fondements métaphysiques traditionnels, l'humanité se trouve face au défi de créer ses propres valeurs et de donner un sens à l'existence sans recours à des autorités transcendantes. Ainsi, la mort de Dieu chez Nietzsche n'est pas une célébration, mais un diagnostic inquiet d'une crise culturelle majeure. C'est à partir de cette reconnaissance que Nietzsche développera ses concepts du surhomme et de la création de valeurs nouvelles. La mort de Dieu proclamée par Nietzsche n'est pas simplement une déclaration théologique, mais l'annonce d'une transformation radicale de la condition humaine. Cette mort symbolique entraîne des conséquences profondes qui bouleversent les fondements de notre existence. La première conséquence de la mort de Dieu est l'apparition d'un vide métaphysique béant. L'humanité perd son référent absolu, cette instance transcendante qui donnait sens et direction à l'existence. Les valeurs morales, autrefois ancrées dans le divin, se retrouvent sans fondement. Dans ce vide émerge le nihilisme, cette conviction que rien n'a de sens, que toutes les valeurs sont vaines. Le nihilisme représente la réaction immédiate à la disparition des certitudes divines. Les structures morales traditionnelles s'effondrent, laissant l'individu face au néant. Mais Nietzsche ne s'arrête pas au constat nihiliste. Il voit dans cette destruction une opportunité. L'homme doit maintenant devenir créateur de ses propres valeurs. Cette nécessité de création représente à la fois un défi terrifiant et une liberté absolue. L'humanité doit inventer de nouvelles valeurs authentiques. Cette liberté nouvelle s'accompagne d'une angoisse existentielle profonde. L'homme se retrouve seul face à la responsabilité totale de donner sens à son existence. Cette liberté absolue, bien qu'émancipatrice, pèse lourdement sur l'individu qui doit désormais assumer pleinement ses choix sans référent transcendant. Ainsi, les conséquences de la mort de Dieu représentent à la fois un défi immense et une opportunité historique. Cette crise ouvre la voie à une humanité adulte, capable de créer ses propres valeurs et de donner son propre sens à l'existence. C'est dans cette tension entre angoisse et liberté que naît la possibilité du surhomme nietzschéen. Le surhomme de Nietzsche ne peut être compris sans sa relation fondamentale à la critique de la morale. Cette connexion révèle la dimension révolutionnaire de la philosophie nietzschéenne. Le surhomme représente avant tout celui qui dépasse la morale traditionnelle. Il ne s'agit pas simplement de rejeter les valeurs existantes, mais de les transcender pour créer quelque chose de nouveau. Ce dépassement implique une rupture fondamentale avec les systèmes moraux établis. Le surhomme brise les chaînes des valeurs imposées pour accéder à une liberté créatrice authentique. Le surhomme ne se contente pas de détruire les anciennes valeurs. Sa mission essentielle est la création de nouvelles valeurs, authentiques et personnelles, qui correspondent à sa nature profonde. Cette création de valeurs s'enracine dans la volonté de puissance. Le surhomme exprime sa force vitale en donnant forme à des principes qui reflètent sa propre excellence et sa vision du monde. Le surhomme s'oppose radicalement aux valeurs morales établies, particulièrement celles issues de la tradition judéo-chrétienne. Cette opposition n'est pas nihiliste, mais constructive. Cette synthèse révèle que le surhomme incarne la réponse nietzschéenne à la crise des valeurs. Il représente l'individu capable de créer du sens dans un monde où les anciennes certitudes morales se sont effondrées. Le surhomme de Nietzsche est souvent mal compris. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas un être amoral qui rejette toute forme de morale. Au contraire, le surhomme représente un être qui transcende les valeurs morales traditionnelles pour créer ses propres principes éthiques. Il ne vit pas dans un vide moral, mais forge activement de nouvelles valeurs. Le processus de création de valeurs chez le surhomme est un acte créatif fondamental. Il prend les valeurs existantes, les examine de manière critique et forge de nouveaux principes moraux adaptés à sa vision de l'existence. Cette création de valeurs se caractérise par plusieurs éléments essentiels. D'abord, une autonomie morale complète où le surhomme ne dépend d'aucune autorité extérieure pour définir le bien et le mal.
Ensuite, une responsabilité personnelle totale pour les conséquences de ses choix moraux, sans possibilité de se réfugier derrière des commandements divins ou des conventions sociales. Il y a aussi une cohérence parfaite entre les valeurs créées et les actions menées. Le surhomme vit authentiquement selon ses propres principes. Enfin, cette création s'inscrit dans une affirmation créatrice de la vie, où les nouvelles valeurs servent à enrichir et intensifier l'existence plutôt qu'à la limiter. L'aspect crucial de cette création de valeurs réside dans l'harmonie parfaite entre ce que le surhomme établit comme principe et la manière dont il mène sa vie. En conclusion, le surhomme représente la synthèse parfaite entre création morale et existence authentique. Il ne détruit pas la morale par nihilisme, mais la recrée selon sa propre vision de ce que devrait être une vie pleinement réalisée. La création de valeur par le surhomme n'est pas un acte gratuit ou sans conséquence. Elle implique au contraire une responsabilité immense et totale. Contrairement à celui qui suit des valeurs préétablies, le surhomme ne peut se réfugier derrière aucune autorité extérieure pour justifier ses actes. Il est seul face à ses choix. Cette responsabilité totale signifie que le surhomme doit assumer pleinement les conséquences de chacune de ses créations de valeur, sans pouvoir invoquer Dieu, la nature ou la société comme excuse. Mais cette responsabilité n'est pas un fardeau paralysant. Elle est au contraire la condition même de la liberté authentique. En acceptant cette responsabilité totale, le surhomme s'affranchit de toute dépendance. Le surhomme comprend que cette responsabilité est le prix de sa grandeur. Il ne cherche pas à l'éviter, mais l'embrasse comme l'expression même de sa volonté de puissance créatrice. Ainsi, la responsabilité du surhomme n'est pas une contrainte, mais l'affirmation ultime de sa souveraineté. Elle marque sa rupture définitive avec toute forme de dépendance morale ou métaphysique. La philosophie de Nietzsche a connu une réception complexe et souvent controversée, donnant lieu à de multiples interprétations parfois contradictoires. Dès sa mort en 1900, les idées de Nietzsche ont été interprétées de manière très diverse. L'existentialisme, le postmodernisme, la psychanalyse et d'autres mouvements ont tous puisé dans sa pensée. La réception de Nietzsche a évolué considérablement au fil du temps. Initialement méconnu de son vivant, il a connu une popularité posthume croissante, mais aussi des appropriations problématiques. L'appropriation la plus problématique de Nietzsche fut celle des nazis, qui déformèrent complètement ses idées. Ils transformèrent sa critique de la morale en antisémitisme, son cosmopolitisme en nationalisme et son individualisme en autoritarisme. Les critiques académiques de Nietzsche portent sur plusieurs aspects: l'incohérence apparente de son système, son élitisme aristocratique, son relativisme moral et l'obscurité de son style aphoristique. Depuis les années 1970, on assiste à une renaissance de l'intérêt pour Nietzsche. Les nouvelles approches herméneutiques permettent une lecture plus nuancée, contextuelle et rigoureuse de son œuvre, révélant sa richesse philosophique authentique. L'influence de Nietzsche sur la philosophie moderne est immense et multiforme. Ses idées révolutionnaires ont façonné trois courants philosophiques majeurs du XXe siècle. Premièrement, la philosophie existentielle trouve ses racines profondes dans la pensée nietzschéenne. Les concepts de liberté individuelle, d'authenticité et de création de sens résonnent directement avec les thèmes centraux de Nietzsche. Des philosophes comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Martin Heidegger ont directement puisé dans l'œuvre de Nietzsche. Sartre reprend l'idée que l'existence précède l'essence, tandis qu'Heidegger développe la notion d'authenticité face à l'angoisse existentielle. Deuxièmement, la pensée post-structuraliste doit énormément à Nietzsche, particulièrement sa critique de la vérité absolue et sa conception perspectiviste de la connaissance. Cette influence se manifeste dans la déconstruction des grands récits et la remise en question des structures de pouvoir. Michel Foucault utilise la méthode généalogique de Nietzsche pour analyser les structures de pouvoir. Jacques Derrida développe la déconstruction en s'inspirant de la critique nietzschéenne de la métaphysique. Gilles Deleuze réinterprète la volonté de puissance comme force créatrice et affirmative. Troisièmement,
La théorie critique de l'école de Francfort s'inspire profondément de la critique nietzschéenne de la modernité. La dénonciation de la rationalité instrumentale et l'analyse de la domination trouvent leurs origines dans la pensée de Nietzsche. Theodor Adorno et Max Horkheimer développent la dialectique de la raison en s'inspirant de la critique nietzschéenne des Lumières. Herbert Marcuse reprend l'analyse du ressentiment pour comprendre les mécanismes de domination sociale. Walter Benjamin utilise la méthode généalogique pour analyser l'histoire et la culture. L'influence de Nietzsche sur ces trois courants philosophiques révèle la profondeur et la modernité de sa pensée. Sa critique radicale de la tradition métaphysique occidentale continue d'inspirer les philosophes contemporains dans leur quête de nouvelles formes de pensée et d'existence authentique. L'influence de Nietzsche sur la culture du XXe siècle s'étend bien au-delà de la philosophie pure. Sa pensée révolutionnaire a profondément marqué la littérature, l'art et la musique, créant un véritable mouvement culturel. Dans la littérature, l'influence de Nietzsche se manifeste chez de nombreux écrivains majeurs du XXe siècle. Thomas Mann intègre dans ses œuvres le questionnement nietzschéen des valeurs traditionnelles, particulièrement visible dans La montagne magique. Hermann Hesse explore la dualité de l'homme moderne dans Le loup des steppes. Reprenant les thèmes nietzschéens de l'authenticité et de la recherche de soi au-delà des conventions sociales. André Gide, dans L'immoraliste, illustre parfaitement la libération des contraintes morales prônées par Nietzsche, montrant un personnage qui affirme son individualité contre les normes établies. L'influence de Nietzsche sur l'art visuel est particulièrement manifeste dans le mouvement expressionniste allemand. Ce mouvement rejette l'imitation de la réalité pour privilégier l'expression subjective, en accord avec la philosophie nietzschéenne de l'art. Edvard Munch, avec des œuvres comme Le Cri, exprime l'angoisse existentielle et la subjectivité pure que Nietzsche considérait comme essentielles à l'art authentique. Ernst Ludwig Kirchner et le groupe Die Brücke incarnent le rejet nietzschéen des conventions, créant un art qui brise les règles établies pour exprimer une vérité plus profonde. Wassily Kandinsky développe l'art abstrait comme expression pure de l'esprit, reprenant dans Du spirituel dans l'art les concepts esthétiques nietzschéens sur la fonction créatrice de l'art. L'influence de Nietzsche sur la musique est particulièrement remarquable. Lui-même musicien et théoricien de l'art, il a inspiré de nombreux compositeurs du XXe siècle. Richard Strauss compose en 1886 son poème symphonique Ainsi parlait Zarathustra, traduisant directement en musique les concepts philosophiques nietzschéens, notamment l'idée du surhomme. Gustav Mahler intègre dans ses symphonies l'exploration de l'angoisse existentielle et l'affirmation de la vie, thèmes centraux de la philosophie nietzschéenne. Arnold Schoenberg révolutionne la musique avec l'atonalité, détruisant les règles harmoniques traditionnelles pour créer de nouvelles valeurs musicales, incarnant parfaitement l'esprit de transvaluation nietzschéen. L'influence de Nietzsche sur la culture du XXe siècle révèle plusieurs thèmes récurrents qui traversent tous les domaines artistiques. Cette influence se caractérise par le rejet des conventions établies et l'exploration de l'individualisme authentique. L'art devient, sous l'influence nietzschéenne, un moyen d'affirmation de la vie et d'expression subjective, conduisant à la création de nouvelles valeurs esthétiques qui marquent profondément les mouvements modernistes. Cette influence culturelle témoigne de la portée exceptionnelle de la pensée nietzschéenne, qui dépasse largement le cadre philosophique pour transformer notre compréhension de l'art, de la littérature et de la création artistique en général. Nietzsche occupe une position unique dans l'histoire de la pensée, se situant à la frontière entre philosophie et psychologie. Bien avant l'émergence de la psychologie moderne, il développait déjà une compréhension profonde de la psyché humaine. Nietzsche développe une psychologie des pulsions qui anticipe les découvertes freudiennes. Il identifie les forces inconscientes qui motivent le comportement humain, notamment à travers sa théorie de la volonté de puissance comme pulsion fondamentale. L'inconscient nietzschéen diffère de celui de Freud. Pour Nietzsche, l'inconscient n'est pas un réservoir de désirs refoulés,
mais plutôt le siège de forces créatrices et destructrices qui façonnent notre existence. Il parle de l'âme comme structure sociale des pulsions. L'influence de Nietzsche sur la psychologie moderne est considérable. Freud reconnaissait sa dette envers lui, Jung s'inspirait de ses idées sur l'individuation et Adler développait sa psychologie individuelle à partir de concepts nietzschéens comme la volonté de puissance. Le ressentiment, concept central chez Nietzsche, constitue une analyse psychologique remarquable. Il décrit comment l'impuissance face à la vie se transforme en hostilité créatrice de valeurs inversées. Cette analyse préfigure les théories modernes sur les mécanismes de défense et la formation réactionnelle. La psychologie contemporaine continue de puiser dans l'œuvre nietzschéenne. La psychologie positive s'inspire de son affirmation de la vie, la thérapie existentielle reprend ses questionnements sur le sens, et la psychologie de la motivation explore ses intuitions sur les forces qui nous animent. La relation entre Nietzsche et la politique constitue l'un des aspects les plus controversés et mal compris de sa philosophie. Il est crucial de comprendre que Nietzsche n'était pas un théoricien politique au sens traditionnel. Nietzsche entretenait une méfiance profonde envers la politique institutionnelle. Il considérait que les systèmes politiques de son époque étaient des manifestations de la décadence européenne qu'il critiquait. Il est essentiel de comprendre que les concepts de Nietzsche ont été gravement déformés et récupérés par des idéologies totalitaires, notamment le nazisme. Cette récupération constitue une trahison fondamentale de sa pensée. Deux concepts centraux ont été particulièrement déformés. Le surhomme désigne un individu qui se dépasse lui-même, non une prétendue race supérieure. La volonté de puissance concerne l'autodépassement personnel, non la domination politique sur autrui. La distinction fondamentale réside dans l'opposition entre l'individualisme nietzschéen et les idéologies collectives. Nietzsche prône l'excellence individuelle et le dépassement de soi, non la domination d'un groupe sur un autre. Quand Nietzsche évoque une forme d'aristocratie, il s'agit d'une aristocratie spirituelle basée sur l'excellence culturelle et intellectuelle, non sur le pouvoir politique ou les privilèges de naissance. En conclusion, la philosophie de Nietzsche résiste fondamentalement à toute récupération politique simpliste. Elle appelle avant tout à la responsabilité individuelle et au dépassement de soi, non à la domination politique ou à l'oppression d'autrui. Au terme de ce voyage à travers la pensée de Nietzsche, nous arrivons non pas à une conclusion définitive, mais à un commencement. Car la philosophie nietzschéenne n'offre pas de réponse toute faite, mais nous confronte à des questions fondamentales sur notre existence. Nietzsche nous pose cette question essentielle. Qui êtes-vous vraiment au-delà des valeurs que vous avez héritées de votre culture, de votre époque, de votre éducation? Cette interrogation nous invite à un examen critique de nos propres convictions. Une fois que nous avons remis en question les valeurs traditionnelles, Nietzsche nous demande si nous avons le courage de créer nos propres valeurs. Cette création n'est pas arbitraire, mais exige une responsabilité immense envers nous-mêmes et envers la vie. Nietzsche nous invite également à réfléchir sur notre rapport à l'existence. Comment affirmez-vous la vie dans toute sa complexité, avec ses joies et ses souffrances, ses triomphes et ses échecs? Cette affirmation totale de la vie est au cœur de sa philosophie. La philosophie de Nietzsche ne peut pas être simplement étudiée de manière académique. Elle exige un engagement personnel et critique. Ces idées doivent être confrontées à notre propre expérience, questionnées et adaptées à notre contexte contemporain. Nietzsche nous rappelle que chaque lecteur de sa philosophie doit devenir son propre philosophe. Il ne s'agit pas d'adopter aveuglément ces idées, mais de les utiliser comme tremplin pour développer notre propre pensée critique et créatrice. Dans notre époque contemporaine, marquée par de profondes transitions et remises en question des valeurs traditionnelles, les interrogations de Nietzsche résonnent avec une actualité saisissante. Ces questions sur l'authenticité, la création de sens et l'affirmation de soi restent d'une pertinence remarquable. L'invitation de Nietzsche demeure ouverte à chacun d'entre nous. Osez penser par vous-même.
Osez créer vos propres valeurs. Osez affirmer votre existence unique. Cette invitation n'est pas un commandement, mais un défi lancé à notre courage intellectuel et existentiel. Rappelez-vous que la philosophie de Nietzsche n'est pas une doctrine rigide à suivre aveuglément, mais un chemin à explorer avec courage et lucidité. Elle nous invite à devenir les architectes de notre propre existence. À vous de jouer, philosophe de demain.